Bonsoir, Question à la Une vous propose aujourd'hui un bond dans le passé. Nous sommes au château de Beersel, un magnifique château fort datant du XIIIe siècle et situé en Brabant flamand. Comme les manoirs ou les très vieilles maisons, les châteaux ont parfois la réputation d'être hantés par ceux qui y ont vécu. Spiritisme, voyance, fantômes. Ce soir, Question à la Une vous propose 2 enquêtes inédites consacrées aux phénomènes paranormaux. Voici notre sommaire concocté par Hugues Servet. On voit très nettement la trace des doigts. Il existe quelque part, entre croyance et superstition, un autre monde. Un monde violent. J'ai été un petit peu attaqué. On m'avait tiré les cheveux. C'est pas des simulations, ça se voit. Un monde de phénomènes étranges que la science C'est un pareil, nous dit quand il y a un esprit qui se déplace. ne peut expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. On ne sait pas quoi détecter. Ce qui va suivre n'est pas un film sur des créatures improbables, des extraterrestres ou des monstres. Je cherche un démon. C'est une enquête sur des gens qui pourraient être vos amis, vos voisins, ou même des proches. J'ai vu un livre qui traversait la chambre en volant. Et ce poêlet s'est envolé verticalement vers le plafond. Projeté. Et ça se réveille. Des gens qui habitent une maison tout à fait ordinaire, sauf qu'en pénétrant dans cette maison, Prudence, prudence, prudence. Il faut faire très attention. vous franchissez le seuil du surnaturel. Vous sentez une Et présence? je sentais une présence. J'étais étonné des coups très clairs qui étaient frappés. Préparez-vous pour un voyage aux confins du paranormal. Le fantôme a une consistance matérielle claire. Préparez-vous à trembler avec des chasseurs de fantômes, à frémir avec des médiums aux pouvoirs inquiétants, Vas-y, esprit. filmés pour la première fois pour Question à la Une. Vraiment de toute grosse pointure de la question. Préparez-vous à éprouver des instants d'épouvante. Terrifiant. De terreur même. Avec 2 enquêtes, faut-il avoir peur des fantômes? Et peut-on communiquer avec les morts? Tant de questions et toutes les histoires ainsi. Question à la Une nous force à affronter notre plus grande angoisse. Les morts prennent soin des vivants. Il s'énerve. L'inconnu que dissimule le mystère de la mort. Mais expliquez-moi, je suis mort, j'ai vide, je suis quoi? Le château de Beersel existe depuis plus de 600 ans. Occupé par différentes familles flamandes, il fut le théâtre de plusieurs batailles. Autant dire que des centaines de personnes sont mortes ici. Alors est-il possible que les défunts de Beersel ou d'ailleurs hantent encore parfois le monde des vivants? C'est l'objet de notre première enquête. On les appelle fantômes, revenants ou poltergeists. Leur existence peut prêter à sourire. Pourtant, notre équipe a recueilli plusieurs témoignages étonnants de personnes visiblement très saines d'esprit et qui affirment avoir des contacts réguliers avec l'au-delà. Alors, ces histoires d'apparitions de défunts sont-elles crédibles ou s'agit-il au contraire de légendes infondées? C'est ce qu'a voulu savoir Francky Stas. Faut-il avoir peur des fantômes? Voici l'enquête qu'il a réalisée avec Eric Black et Serge Scott. Les fantômes sont des créatures immatérielles. Ils apparaissent aux vivants depuis toujours. On les considère comme des manifestations d'esprits de personnes décédées. Leur nom change selon les époques ou les pays. Spectre, revenant, ectoplasme, poltergeist. Le bon sens voudrait que les histoires de fantômes appartiennent au domaine de la croyance. Pourtant, de nombreuses personnes sont convaincues de l'existence des revenants. Alors pour en avoir le cœur net et pour tenter de répondre à cette question angoissante, faut-il avoir peur des fantômes? Nous avons mené notre enquête aux frontières du surnaturel. Nous avons rencontré des gens terrorisés parce qu'ils habitent une maison hantée. Nous nous sommes rendus dans ces maisons hantées afin de constater les phénomènes extraordinaires qui s'y produisent. Nous avons suivi des chasseurs de fantômes sur le terrain afin de tester l'efficacité de leurs méthodes modernes. Et enfin, nous avons tenté de savoir si les photos de fantômes sont des trucages grossiers ou des preuves étonnantes.
Il n'est pas rare que les fantômes s'invitent chez vous de manière inattendue. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Laurent il y a quelques années. À l'époque, il avait accueilli pour quelque temps la petite fille d'une amie. Un jour, il arrive où elle vient me chercher dans la cuisine, elle me prend par la main, elle m'amène dans le salon, et elle me montre une poutre dans le salon et elle me dit « Regarde ». Regarde. L'événement se passe, on va dire 15 jours après. De nouveau, j'étais de nouveau dans la cuisine, la gamine revient, me reprend par la main, me ramène dans le salon et elle me remonte la poutre en me disant « Regarde ». Regarde. Je me dis, il n'y a rien, qu'est-ce qu'elle me raconte et tout ça. Et quelques temps après, en fait, je discute avec mon voisin de l'époque. Je lui dis, écoute, la gamine, ça fait 2 fois qu'elle me fait un truc bizarre. Je dis, elle me prend par la main, elle m'emmène au salon, elle me montre une poutre et elle me dit, regarde. Et là, il me dit, mais attends, il me dit, est-ce que tu peux me montrer la fameuse poutre dont elle te parle et tout ça? Donc il vient à la maison, je lui montre la poutre. Ben, il me dit, écoute, phénomène étrange, je vais te raconter quelque chose. Dans les années 50, chez toi, il y a eu un pendu, une personne qui s'est pendue, et c'est moi qui suis venu le dépendre, et c'était à cette poutre-là. Le pendu de Laurent serait ce que les spécialistes du paranormal appellent un fantôme résiduel. C'est-à-dire le souvenir d'un mort qui se répète en boucle et que certaines personnes seraient capables de voir. Ces fantômes ne se rendraient pas toujours compte qu'ils sont morts. Ils tentent souvent d'attirer l'attention des vivants en les touchant la plupart du temps. À un moment donné, vraiment, j'ai senti une main se poser sur moi. Et là, j'ai vraiment commencé à baliser et à avoir peur. Donc vous vous retournez? Donc je me retourne, je regarde, personne. Donc personne dans la pièce, personne de présent, toujours seul. Ça doit être une expérience... C'est très balisant. Je crois que c'est la chose qui m'a fait la plus peur dans cette maison. Et vous sentiez une présence? Et je sentais une présence en permanence dans la maison, comme si en fait quelqu'un était là, quelqu'un me regardait. Voilà, il y avait vraiment cette présence qui était toujours là. On va parler d'un épisode plus particulier, celui d'une porte toujours dans cette pièce voilà. Un peu bizarre. C'est toujours dans cette pièce-là en fait. Et alors cette porte, en fait, c'était une porte à loquet, c'est-à-dire une porte où vous avez un loquet qui bloque la porte. Et cette porte-là, je pouvais la fermer comme je voulais. Chaque fois que je redescendais, soit je l'entendais de nouveau s'ouvrir, et quand je remontais, elle était toujours soit entrouverte ou complètement ouverte. Et un jour, j'avais des copains qui étaient présents, je leur raconte un peu mes histoires, bon, c'est toujours pareil, oui, tu déconnes et tout ça. Je leur dis, bah écoutez, si vous êtes plus malin que moi, montez, fermez la porte, et au moins, pour une fois, elle restera bien fermée. Et comme de fait, j'ai un copain qui monte, on ferme la porte, on descend les escaliers de la cuisine, et le temps d'arriver en bas, la porte met à claquer d'un coup, comme elle n'a jamais claqué. On a tous eu, là, relativement la trouille, à un point que cette porte-là, je l'ai démontée et je l'ai brûlée parce que je me suis dit, voilà, au moins... Et je suis resté longtemps sans porte dans cette pièce. Quelquefois, ce genre de choses effrayantes prend de telles proportions que les habitants de la maison sont forcés de déménager. J'ai été poussée dans les escaliers, je suis tombée quand même d'un escalier de plus de 5 mètres. Je ne me suis pas blessée, j'ai eu très peur et très mal. Et lorsque je me suis retournée, il n'y avait personne derrière moi. Cette dame est médecin. C'est la raison pour laquelle elle veut témoigner à visage caché. Elle a habité une maison hantée pendant 3 ans, puis a sombré dans la dépression tellement sa vie était devenue un enfer. J'avais des portes qui se fermaient, qui ne s'ouvraient plus, alors qu'elles n'étaient pas du tout fermées à clé. J'entendais des voix. Comme des personnes âgées parlant ensemble, avec une voix très aiguë, parlant rapidement. Pour moi, tout à fait incompréhensible. Les entendant, j'étais prise à chaque fois de panique. On peut dormir normalement dans une maison comme ça? Non. On finit par dormir avec la lumière ouverte.
parce qu'on a une peur panique du noir. On commence à avoir une vision tout à fait faussée de la réalité. On commence à avoir peur lorsque le soir commence à venir. Donc c'est quelque chose de très très épuisant. Ce sont des phénomènes absolument épuisants, mais d'ailleurs faits dans ce sens-là, pour que vous compreniez vous avez à déménager, vous avez à partir, tout simplement. Être obligé d'abandonner sa maison à cause de fantômes, voilà qui est difficile à accepter. Et pourtant, de nos jours, des équipes spécialisées existent qui se disent capables de chasser les revenants. Alors, je sonne. C'est la première fois qu'ils acceptent d'être filmés. Dams et Ghost Friend sont des chasseurs de fantômes, des Ghostbusters. Vous pouvez les appeler si vous pensez habiter une maison hantée. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, manifestez-vous. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, qu'il se manifeste. Oh, il y a un petit peu plus de 2 ans, on a décidé de créer l'association parce qu'on a vécu nous-mêmes des phénomènes paranormaux étant jeunes et on sait qu'en Belgique c'est très difficile d'en parler et donc on s'est dit pourquoi ne pas essayer d'aider les gens justement qui n'osent pas en parler. Ces images ont été tournées pendant leurs différentes enquêtes. Ces chasseurs de fantômes sont entièrement bénévoles. En dehors de leur activité paranormale, tous les membres de SOS Ghost Hunter Belgique ont un vrai travail. Depuis qu'ils existent, ils reçoivent des appels à l'aide chaque semaine. En général, ça démarre par une mauvaise présence, on se sent mal dans sa maison, des objets qui se déplacent, donc on a le sentiment qu'on a déposé un tel objet à un tel endroit, et puis finalement il n'y est plus, mais ça se reproduit assez souvent. Donc au bout d'un moment, les personnes ne trouvent plus vraiment de raison, je vais dire, à tout ça, donc au bout d'un moment, ils se disent qu'il y a certainement quelque chose qui n'est pas normal, et là ils se posent la question des fantômes. Pour les besoins de notre reportage, les traqueurs belges nous montrent une maison abandonnée dans laquelle ils ont déjà eu maille à partir avec des spectres très agressifs. Voici des images étonnantes qu'ils ont pu filmer à cette occasion. Je t'assure, il est monté à 1, juste là dans le couloir. C'est pas effrayant de faire ce que vous faites? Bah, disons qu'au début on se posait question. Parce que, imaginez-vous, vous êtes tout seul dans le noir et vous sentez quelque chose qui vous craque le dos ou... ça fait bizarre, mais à force, on a la montée d'adrénaline, quoi. Ça, c'est chouette, quoi. Si en Belgique, chasseur de fantômes n'est pas encore un vrai métier, en Angleterre, c'est une profession qui existe depuis la fin du 19e siècle. So, I mean, during an investigation, it's quite important to take base readings, and that's so that we can control so we can look at the environment and have a control. Ces traqueurs britanniques s'appellent Project Reveal, littéralement le projet qui révélera la vérité. Rien qu'en voyant leur matériel et leur démarche, on comprend directement qu'ils ont plus d'expérience que leurs collègues belges. Well, we've got plenty of things around. Okay, so if there's anyone that'd like to make themselves known to us, could you come forward, maybe make a noise, a sound? Les chasseurs filment en permanence. Les différentes pièces sont passées à l'infrarouge. Ils mesurent les champs électromagnétiques, enregistrent.
prennent la température afin de débusquer le fantôme qui hanterait ce pub. C'est le patron qui a fait appel à leur service, tellement il avait peur. My partner, she's on the phone at the moment, was in the flat above. She'd got the keys and she could not get out of the place. Could not get out of the flat. She's on the floor. That's when I went rushing up and just went and opened it. I don't know if I told you that before. No, I don't think you did, actually. It was unbelievable. She was in such a panic. She'd been banging on the bang, just saying, "What partner's here? This is Sheila." When you got locked in, well, you didn't get locked in. I just couldn't get out at flat. Door wouldn't open. Proper panic, sweating, everything. And I said, "What's up with you, you fool?" As we do over here. Ces chasseurs de fantômes britanniques sont bénévoles également. Leur enquête dans ce pub va durer toute la nuit. Ensuite, ils analyseront tous leurs résultats, ce qui peut prendre des semaines. Être chasseur de fantômes, c'est avant tout être patient. It can take time to look through footage, and when we're putting things on the internet and the website, that takes even more time. So it does. When we've all got full-time jobs, it can take up our lives in quite a big way. Really long time. It's going to take us a long time tonight to go through all footage. La patience est sans doute la plus grande qualité de Guy Playfair. Ce chasseur de fantômes a traqué un poltergeist pendant 14 mois. Le poltergeist est le fantôme le plus dangereux. On l'appelle aussi esprit frappeur. Un esprit terriblement agressif qui passe la nuit à faire du bruit et à tout casser dans votre maison. Le poltergeist le plus célèbre au monde est celui qui s'est manifesté à Enfield, dans la banlieue londonienne en 1977. Dans une petite maison où une mère et ses 3 filles ont subi les attaques d'un esprit frappeur. Meubles qui se déplacent tout seuls, bruit permanent, objets brisés, rien n'a été épargné à cette famille. Et pendant 14 mois, Guy Playfair a pu étudier ce poltergeist de très près. They were very, very frightened. I mean, they were absolutely terrified. They were really scared stiff. And from then on, they would they would all sleep. The whole family would sleep in the same bedroom, and they would leave the light on all night for about 6 months. But things were happening all the time. I mean, I saw what was it? I remember a book coming out of one room and going round a corner in the air and going into another room, which is rather hard to explain by normal laws of ballistics. Guy Playfair est même parvenu à enregistrer la voix du poltergeist. Il se manifestait par l'intermédiaire de la plus jeune des filles, Jeannette. We had that message repeated, actually, with a different name. Instead of Bill Haylock, it was Bill Wilkins, which suggested that the voice really didn't know who he was, which is quite common. Communications from so-called spirits, they very often forget their own name. It seems strange, but it's been observed in many different countries. You know, they're in a very confused condition. They don't really understand being dead. And they just don't know what's going on. They're thoroughly lost and probably frightened as well. Si Enfield, avec son poltergeist, a connu son heure de gloire, il en a été de même en Belgique, à Arquois-Tripon. C'est là qu'un esprit frappeur a défrayé la chronique en 1993.
En Belgique, une maison du village d'Arquatripon, dans la commune de Frasnes-lès-en-Vin, près de Tournai, présente toutes les caractéristiques d'une maison hantée. Les gendarmes ont été les témoins privilégiés de ces mouvements bizarres. Ils ont pu aussi entendre des bruits étranges. Nuit particulièrement agitée pour une famille d'Arquatripon dans l'entité de Frasnes-lès-en-Vin. C'est en effet depuis mardi que les 5 occupants d'une maison isolée assistent impuissants à des phénomènes bizarres tels que bruits étranges, grincements et déplacements de meubles et d'objets. Le tout dûment constaté par 10 gendarmes et 2 policiers du district d'Ath et de Leuze, appelés sur les lieux, tout comme le curé de l'entité et un radiesthésiste. D'abord incrédules, tous les représentants des forces de l'ordre ont confirmé les phénomènes qu'ils ont vus de leurs yeux vus. Incroyable mais vrai, ici les représentants des forces de l'ordre ont été les témoins des agissements du poltergeist. Nous avons retrouvé un des 12 policiers qui a pu observer des choses étonnantes dans la maison d'Arquatripon. 20 ans plus tard, il reste marqué par ce qu'il a vu et désire s'exprimer à visage caché. Moi, je travaillais de nuit à cette époque-là, et en pris mon service vers 23 h. On a été un peu surpris, mon collègue et moi, d'entendre tous les échanges radio. Quelles étaient la teneur de ces messages radio qui vous ont alerté? Bien justement, il parlait d'objets qui volaient, de phénomènes inexpliqués, de choses qui se décrochaient des murs, des meubles qui bougeaient d'eux-mêmes. Lorsque je suis arrivé, j'étais quand même toujours un peu sceptique. Et puis, j'ai bien été forcé d'admettre les choses que je voyais, quoi. J'ai été témoin de quelques scènes. Il y avait une grande table en bois massif. Personne n'était autour. Et à un moment, j'ai entendu un boom et j'ai vu du coin de l'œil quelque chose bouger. Donc un porte-pipe qui s'est décroché tout seul du mur, les pipes qui tournaient au sol. Un double vitrage de la cuisine arrière qui implose, sans aucune explication, or que la vitre extérieure était toujours intacte. Quelques témoignages des 12 gendarmes ont été recueillis par un professeur de physique qui habitait la région. Passionné par le paranormal, il a publié un rapport sur les phénomènes d'Arquatripon. Le pot a percuté le plafond. Le policier m'a dit il n'est pas retombé, il n'a pas suivi une trajectoire, disons, normale d'un objet qu'on a lancé. Voilà, un autre exemple de phénomène, alors que ce policier donc était assis devant la lourde table de la cuisine, eh bien celle-ci a subitement glissé d'environ 15 cm, horizontalement et d'un coup sec. Alors, il y a aussi un matelas qui s'est soulevé à plusieurs reprises. Disons que tous ces policiers sont restés vraiment perplexes devant tous ces phénomènes. On n'a jamais trouvé une explication rationnelle, c'est-à-dire en termes de trucage, en termes de mécanismes cachés dans les murs, de fils que l'on tire, etc. Voilà, donc on peut dire que cette histoire-là, jusqu'à maintenant, est restée apparemment inexpliquée. Voilà. Et ce n'est pas tout. Le président du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, s'intéresse de très près à la maison d'Arquatripon, qui serait un exemple, selon lui, très sérieux d'esprit frappeur. C'est en tout cas un cas extrêmement retentissant qui a donc vu le jour en 1993 en Belgique et qui a pratiquement fait le tour du monde pour qui s'intéresse au surnaturel. C'est un cas qui jusqu'à présent n'a trouvé aucune explication malgré l'intervention conjuguée de la police et de la gendarmerie qui existait encore conjointement à l'époque et malgré l'intervention de hauts spécialistes en matière de détection ou fraude des phénomènes paranormaux. Après tous ces témoignages et toutes ces analyses extraordinaires, nous avons évidemment voulu entrer dans la maison la plus hantée de Belgique. Nous avons rencontré le sympathique propriétaire. Toujours bon pied bon oeil, il se souvient de ce qui s'est passé chez lui. Ce qui est très étonnant, c'est que sa version des faits diffère totalement des témoignages que nous avons recueillis. Et les volets, il y avait des volets à l'époque, non? Oui, comme maintenant, il n'y avait rien non plus. Rien, ils n'ont pas bougé? Non. Et même les volets battaient autour d'eux, et ils ont dû sortir de la maison. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont venus dans la maison. Ah non, il n'y en a pas tellement parce que la police l'a empêché. Hein. Ah ouais.
Il y a eu M. Verovaki de l'Université de Belgrade, il y avait bien entendu Gérard Majax, il y a eu Henri Broche, donc autant de spécialistes de la question. On a également parlé des frères Bogdanov, donc vraiment de toute grosse pointure de la question. Et la garde-robe qui se trouvait en bout de leur lit s'est soulevée. Ils ont juste eu le temps de sauter hors du lit avant que la garde-robe ne s'écrase sur lui. Il n'a pas été cassé, ce lit-là aussi? Non. Il n'y avait pas des coups dedans? Non. C'est la partie inférieure du lit en fait qui s'était soulevée. Pas le matelas entier, mais la partie inférieure. Et il ne bougeait pas? Ah non, il ne bougeait pas. Eh bien, un livre s'est envolé tout seul et est allé frapper la tête d'un policier. Juste à côté de notre officier qui a juste eu le temps de retirer sa tête. Sinon, il était touché. Prenons le temps de réfléchir un instant. Des témoignages aussi contradictoires nous mettent la puce à l'oreille. Et s'il n'y avait jamais eu de fantôme ou de poltergeist à Arquois-Tripon? Et si tous les spécialistes du paranormal que nous avons rencontrés racontaient n'importe quoi? Et s'ils exagéraient certains faits dans cette histoire pour en passer d'autres sous silence? Un exemple, jamais on ne nous a parlé directement du beau-fils de la famille. Or, il semble bien que les phénomènes étonnants se déroulaient en sa présence. Nous avons retrouvé son interview dans nos archives. J'ai demandé conseil à Sainte-Vierge, j'ai dit que j'étais à bout. Je ne pouvais plus supporter tous ces journalistes qui voulaient savoir tant de questions et toutes les histoires ainsi. Et j'ai demandé conseil à la Sainte-Vierge et elle m'a dit de leur parler. Et elle pense qu'on sera plus tranquille après, plus soulagé, plus relax. On n'est plus à notre aise, on ne sait plus sortir. Et je lui ai demandé conseil, elle m'a dit de le faire. Et bon, je ne peux pas la désobéir, je dois continuer à suivre ce qu'elle demande. Demander conseil à la Sainte Vierge. Bigre. Ce cas de poltergeist si sérieux est en train de se transformer en cirque de foire. Sans compter que certains ont surpris le beau-fils en flagrant délit de tricherie. Je l'ai vu personnellement projeter un objet en faisant croire que c'était encore un des phénomènes. Pour trouver la solution définitive, donnons la parole aux témoins sceptiques qui, bizarrement, n'ont jamais été interviewés à l'époque des faits. En premier lieu, le garde champêtre, qui connaît bien la famille. Il est persuadé que le beau-fils a tout manigancé. C'est sûr, ça. D'ailleurs, je n'ai jamais douté un seul instant que c'était tout des trucs, en me disant que la première fois que j'allais mettre les pieds dans cette maison, j'allais le tenir à l'œil. Chaque fois que je suis allé, je le tenais toujours à l'œil, j'étais toujours près de lui, et toujours, il essayait de me faire partir. Mais vous avez toujours tenu... Jamais je n'ai cédé à ses désirs. Ou bien alors, si je partais, il m'accompagnait, je le tenais. Et alors, à ce moment-là, il ne se passait plus rien? Il ne passait plus rien. Et ce n'est pas la seule fois où un sceptique, par sa seule présence, a empêché le fantôme d'Arquois-Tripon de passer à l'action. Jacques Théodore, chercheur au CNRS et auteur des Fraudeurs du savoir, a passé une nuit dans la maison la plus hantée de notre pays, et comme par hasard, rien ne s'est passé. Moi, je n'ai pas été séduit par le caractère démonstratif de ce que j'ai vu, que ce soit in situ ou bien sous forme de vidéo. Car Jacques Théodore a pu visionner une cassette vidéo tournée par les gendarmes dans la maison où on verrait des objets bouger. Cette cassette est toujours au parquet de Tournai qui, par peur du ridicule, a refusé que nous puissions la voir. Il y avait l'extrémité du matelas qui se soulevait, mais enfin ça pouvait être fait avec une corde très facilement. Enfin. Par contre, j'ai vu une assez curieuse démonstration de chasse aux démons. Voilà, ici. Pour moi, dans cette pièce-ci, au coin de cette fenêtre-ci, nous avons un croisement intérieur à la maison, bien entendu. Vous avez vu que ma baguette est partie. Pourquoi travailler avec cette baguette-ci? Parce que c'est ça qui est le plus explicite en image. Bon, mettons que je cherche un démon. Et... Bon, évidemment, ça doit être fait avec une certaine finesse. Voilà, je vois que j'ai juste devant moi un démon. C'est vous. Donc, à part des chasses aux démons ridicules et des cassettes où on ne voit rien, les sceptiques n'ont jamais vu quoi que ce soit dans la maison d'Arquois-Tripon. Ça n'étonne pas plus que ça le président du CERPI, qui étudie entre guillemets, et les guillemets sont importants, les phénomènes paranormaux.
Effectivement, il y a des personnes qui, par leur simple présence, empêchent le déroulement donc de phénomènes. C'est-à-dire des sceptiques en quelque sorte. On remarque effectivement qu'en présence de personnes sceptiques, les phénomènes ont moins tendance à se présenter, effectivement. Parce qu'il s'agit de vibrations qu'ils émettent eux-mêmes et qui sont donc contraires aux autres vibrations. Tout cela n'est bien entendu qu'hypothèse. Bardaf, c'est l'embardé. Le raisonnement du président du Centre d'études des phénomènes inexpliqués prouve son manque d'objectivité totale par rapport aux faits. Pour s'en convaincre, il suffit de lire quelques passages du chapitre de son livre consacré au poltergeist d'Arquois-Tripon. L'habitation tout entière tremblait sur ses bases. Elle était sporadiquement le siège de déflagration. Des voies de fait ont eu lieu sur 2 gendarmes et ceux-ci, blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ont dû être hospitalisés. La maison d'édition ne se soucie guère que ces gendarmes hospitalisés soient une pure invention. On ne va pas laisser la vérité gâcher une belle histoire. Tant pis pour les mensonges. Le sensationnel, ça fait vendre. Vous allez le sortir à combien d'exemplaires? À 10 000 exemplaires. C'est beaucoup? Pour le marché belge et pour le marché français. Oui, c'est un très gros tirage. Est-ce que vous enchaînerez avec d'autres livres consacrés à ces phénomènes? Donc, plusieurs volumes sont prévus, donc des numéros plus centrés soit sur les cas de poltergeist, sur les cas de maisons hantées, sur les phénomènes de télékinésie. C'est avec des livres comme celui-ci qu'Arquois-Tripon gardera pendant de longues années encore son aura de mystère, alors que rien d'anormal ne s'est jamais passé dans cette maison, si ce n'est les agissements d'un doudingue. C'est le moment de retourner en arrière et de voir si on peut donner une explication rationnelle à tous les autres phénomènes dont nous avons parlé. Enfield, par exemple, les 3 petites filles et leur mère qui étaient terrorisées par un esprit frappeur. Eh bien, quelques années plus tard, quand les fillettes ont grandi, elles ont avoué avoir truqué tout cela, y compris les voix de fantômes. Des aveux qui n'ébranlent pas la conviction de Guy Pléfer. Il faut dire que 30 ans après les faits, il touche encore des bénéfices avec son livre qui ne cesse d'être réédité. Et l'année prochaine, c'est un film qui sortira dans les salles, dont voici la bande-annonce. Décidément, le poltergeist d'Enfield a encore de beaux jours devant lui. Quant aux chasseurs de fantômes que nous avons suivis, les résultats de leurs enquêtes ne semblent guère probants. Mais est-ce vraiment étonnant quand on voit le matériel qu'ils utilisent? Donc ceci c'est un détecteur EMF, donc c'est un appareil qui détecte tout ce qui est champ magnétique. Ceci est un thermomètre digital muni d'un laser. Donc ceci c'est un dictaphone numérique qui enregistre tout ce qui est son mais à très basse fréquence. Et ceci c'est un appareil photo digital, tout ce qui est de plus traditionnel, pour nous permettre de prendre quelques clichés de temps en temps. Comment être sûr que le choix de ces gadgets est bien approprié pour la chasse aux fantômes? Quand on pose la question à un physicien aguerri, il se montre plus que sceptique. Ce choix est tout à fait aléatoire, puisque effectivement, lorsqu'on veut mesurer un objet, on doit au moins avoir une connaissance au préalable de comment cet objet va réagir avec la matière. Lorsqu'on est, comme dans leur domaine, dans le flou le plus total, eh bien on ne sait pas quoi détecter. Donc ils doivent inventer des manifestations matérielles du fantôme. Donc on voit plusieurs chiffres, c'est à partir de quand qu'on sait qu'il y a un esprit dans le... Disons qu'à partir du chiffre 3, ça devient c'est anormal. 3 c'est équivaut à combien? 30 milligauss. 3 milligauss, ou maintenant 3 gauss, on les obtient avec n'importe quel type d'aimant. Le champ magnétique terrestre, c'est un demi-gauss. Les aimants que l'on a aujourd'hui, qu'on fabrique, arrivent à 10 000 gauss sans aucune difficulté. N'importe quel haut-parleur contient un aimant. Nos portes de frigo contiennent des aimants. Alors à ce moment-là, on aurait des fantômes à peu près partout, n'importe où dans cette pièce, puisque ça répondrait à ce critère-là. Donc c'était un critère évidemment extraordinairement faible. Mais si c'est le leur, pourquoi pas, évidemment. Quant aux chasseurs anglais, leur matériel est peut-être plus sophistiqué, mais ça ne change pas grand-chose. Ça fait des années qu'ils cherchent, mais qu'ils n'ont toujours pas de preuve de l'existence des fantômes. C'est la science amateur, quoi. C'est ce qu'on ferait avec des adolescents qui tâtonneraient. J'adore cette curiosité, quoi. Le fait qu'ils y vont, ils y croient, effectivement. We've got some things that we can't disprove. We've got some photos that we can't say isn't a ghost. We've got some strange orbs that shouldn't be there. We've got a photo at Roach Abbey that looks like a monk. We've got some EVPs that we can't explain away, but there's always that doubt that maybe they're not real.
but we try and use evidence to support in any way we can with the equipment we've got. Il est grand temps de passer au chapitre consacré aux preuves. Après toutes ces années, les spécialistes du paranormal peuvent-ils apporter la preuve définitive de l'existence des fantômes? Une bonne preuve serait une photographie. Généralement, le photographe ne voit jamais rien d'anormal quand il prend une photo. Ce n'est qu'après que le fantôme apparaît sur la pellicule et qu'on se rend compte qu'il était bien présent. Voici quelques clichés capturés par les chasseurs de fantômes belges. Pour eux, pas de doute possible, ils ont bien enregistré la présence de différents revenants. Ici, hop, vous avez vu, ça va très vite, hein. On va le voir au ralenti. Donc ici, vous voyez vraiment une main, et alors le visage, il apparaît ici. Ah ouais. Et alors ici, il y a un visage. Disons que j'ai été un petit peu attaqué, et j'ai pris une photo. Donc ici, on voit vraiment comme un visage. Là, il y a comme un visage. Ici, on le voit bien. Là, ici, il y en a un autre. On peut voir deux lunettes, le nez. On s'imagine la bouche en dessous. Et alors ici, il y a comme l'implant des cheveux. Donc celui-là, je l'ai analysé. Et alors, je suis tombé là-dessus par la suite. Donc ici, on voit vraiment deux yeux. Il y a deux yeux, le nez. Et alors la bouche, dans ce brouillard, quoi. Ce sont des images étonnantes, mais les sceptiques vous diront qu'évidemment c'est trop flou et que ça laisse une trop large part à l'imagination ou à l'interprétation. Bien sûr, oui. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est peut-être flou, mais pourquoi c'est venu là, quoi. Enfin, pourquoi on a pu filmer quelque chose comme ça, même si c'est flou, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas y être, quoi. Y a-t-il vraiment quelque chose dans ces photos qui ne devrait pas y être? Quand on montre toutes ces images à un psychologue spécialisé dans la perception visuelle, il trouve, lui, une explication toute rationnelle à ce que l'on croit voir. Sur une photo de fantôme, par exemple, comment se fait-il que, alors qu'il n'y a pas grand-chose ou qu'on ne voit rien, que certaines personnes voient un fantôme, un corps ou un visage? Si je prends une photo et que je la montre à un observateur naïf qui n'est pas particulièrement intéressé dans les fantômes, il va dire on voit des briques, par exemple. Si je la montre à quelqu'un qui s'attend et qui espère trouver là la marque d'un fantôme, eh bien il va se mettre à chercher, même inconsciemment, hein, ce sont des processus qui biaisent la perception au niveau inconscient, il va se mettre à chercher des indices qui vont évoquer le visage de quelqu'un, une main, une partie d'un corps ou que sais-je, et donc voir et être convaincu de lui-même qu'il voit dans cette photo le visage d'une personne défunte, par exemple. Démonstration. Laurent, souvenez-vous, celui qui avait un fantôme de pendu dans son salon est aussi photographe à 16 heures. Il y a quelque temps, il a pris une photo dans un cimetière où un personnage étrange est apparu devant un arbre. Quand vous prenez ces photos, vous ne vous rendez pas compte de la présence de ce personnage? Ah non, du tout. En fait, quand je fais les photos, je fais mes photos normalement et je me rends compte de rien. Je vois rien sur le moment même où je fais la photo. C'est vraiment au développement, en regardant la photo, que j'ai l'impression que ce petit personnage-là est le long de l'arbre, quoi. Et sur place, il n'y avait rien, quoi. Et sur place, alors je suis retourné après voir. Sur place, quand on regarde l'arbre comme ça au premier abord, on voit rien. On n'a pas cette proéminence qui pourrait donner l'impression d'une statue ou d'un personnage de la sorte. Nous sommes retournés avec Laurent dans le cimetière où la photo a été prise et nous avons pu retrouver le fameux arbre devant lequel le petit fantôme étrange serait apparu. Mais contrairement à ce que Laurent pensait, l'arbre est bien déformé à sa base. Ce sont ces boursouflures qui, photographiées sous un certain angle, donnent l'impression de personnages bizarres dans l'image.
c'est un fait qu'il y a quand même une forme qui est dans l'arbre et que c'est pas indéniable que c'est certainement cette forme qui a donné peut-être l'image qu'on en a eu au final. Mais bon, c'est assez troublant, quoi. Ça m'a assez troublé et ça me trouble encore parce que quand on regarde la photo en elle-même, bah, je veux dire, voilà, on a quand même pas cette même image que quand il n'y a pas la neige et qu'il n'y a pas tout ce décor qu'il y a en plus de là maintenant, quoi. Donc la photo conserve son parfum d'inexpliqué. Voilà, c'est ça, un peu d'inexpliqué et un peu de mystère. Récapitulons. Selon notre enquête, les photos de fantômes ne prouvent rien. Les maisons hantées ne le sont pas et les chasseurs de fantômes n'ont toujours rien attrapé. Restent nos témoignages. J'entendais des voix, mais qui ressemblaient plutôt à des émissions de radio. Est-ce que vous entendiez du bruit par moment? Alors des bruits de craquement, des pas, comme si on marchait, des choses comme ça. Donc des voix très hautes au niveau des aigus, parlant très rapidement. Mais ici aussi, on pourrait avancer une solution rationnelle. En effet, à cause du stress ou de la fatigue, tout le monde peut un jour être victime d'hallucinations visuelles, mais surtout auditives, comme nous le confirme ce spécialiste de l'hôpital Erasme. Il existe des maladies mentales, certains troubles qui sont extrêmement limités dans le temps et qui se caractérisent par des périodes d'hallucination également. On a des patients, par exemple, dans certaines maladies qui entendent, je me souviens d'une personne qui avait l'impression, quand elle était couchée dans son lit, qu'elle entendait quelqu'un monter les escaliers, par exemple. C'est-à-dire que ça peut être à l'origine d'un stress extrême, de terreur même, hein, surtout dans le cas de cette dame. Et vous entrez à ce moment-là dans un cercle vicieux où peut s'installer un délire, c'est-à-dire des croyances erronées, des distorsions par rapport à la réalité. Et là, la dame peut évidemment interpréter des choses. Donc, si elle, par exemple, oublie de fermer une porte, elle peut se dire que quelqu'un d'autre a essayé de pénétrer dans sa maison pendant la nuit. Et donc ça peut effectivement faire un effet boule de neige. Le facteur, l'élément commun étant le stress, évidemment. Nous ne voulons pas remettre en cause nos témoins. Nous proposons simplement une explication scientifique à ce qu'ils ont vu et entendu, plutôt que de privilégier l'hypothèse inexplicable. Faut-il avoir peur des fantômes ? En tout cas, au terme de notre enquête, nous n'avons pas trouvé la moindre preuve matérielle de leur existence. Mais même s'ils n'existent pas, les fantômes continueront à hanter l'imaginaire des hommes pour l'éternité. Si les expériences de fantômes, comme on vient de le voir, semblent bien relever des contes et légendes, peut-on au minimum dialoguer avec les morts? Ce sujet-là semble plus sérieux. Vous êtes en tout cas nombreux à avoir déjà tenté une séance de spiritisme ou à avoir consulté un médium. Depuis la nuit des temps, l'homme essaie d'entrer en contact avec l'au-delà. Pour les Égyptiens, par exemple, l'esprit, indépendamment du corps, survivait d'office après le décès. Dans la Grèce antique, le dialogue avec les morts faisait même partie intégrante de la religion. Exceptionnellement, une de nos équipes a pu suivre des séances de spiritisme en Belgique et en Angleterre. Nous avons pu aussi rencontrer l'un des plus grands médiums français. Alors peut-on dialoguer avec les morts? Voici l'enquête de Franck Istas et Valérie Lafleur. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Si tu es présent parmi nous cette nuit, manifeste-toi en frappant sur cette table. Un coup pour oui, deux coups pour non. Ce médium est un spécialiste de l'au-delà. Il a accepté à notre demande d'invoquer les esprits en pratiquant du spiritisme.
Le spiritisme est apparu au début du 19e siècle. Cette doctrine, fondée par le français Allan Kardec, se base sur l'existence d'esprits de personnes décédées avec lesquels il serait possible de communiquer. Comment? En utilisant la plupart du temps une table, que les esprits vont faire bouger ou sur laquelle ils vont frapper des coups pour répondre aux questions des vivants. Si tu es parmi nous, incline cette table à droite. Et maintenant, esprit, je t'ordonne de soulever cette table. Pour arriver à un tel résultat, il faut un médium, une personne qui, grâce à des pouvoirs surnaturels, pourrait percevoir les émanations de l'autre monde. Au moment où le spiritisme a pris son essor, les médiums étaient de véritables stars. Il faut dire que les manifestations d'esprit qu'ils provoquaient étaient tout simplement extraordinaires. Les plus célèbres d'entre eux étaient Daniel Ohm, qui pouvait voler, sortir par une fenêtre en lévitation et rentrer par une autre. Florence Cook, qui lors de ses séances de spiritisme faisait apparaître le fantôme d'une femme qui se baladait dans l'assemblée et discutait avec les participants. Eusapia Palladino, la spécialiste des tables qui lévitent. Ou encore Eva Carrière, qui arrivait à faire sortir de l'ectoplasme une matière visqueuse par sa bouche, son nez et ses oreilles devant de nombreux témoins. Tout cela peut faire sourire les plus rationnels d'entre nous. Pourtant, pour le professeur Dierckens, docteur en médecine, neuropsychiatre et professeur émérite de psychologie médicale à l'ULB, le spiritisme, ça existe, ça fonctionne et c'est très sérieux. Ce sont des faits. Disons que une certaine catégorie d'éléments sont des faits. Il ne faut pas prendre tout comme étant des faits réels. Mais je pense, oui, je pense que cette partie de nous qui est subtile, qui peut se détacher éventuellement dans le cas des hors-corps ou des expériences de mort imminente, peut survivre après la mort physique. Elle peut survivre pendant longtemps, pendant un certain temps, elle peut, disons, survivre. Et parfois, suivant certaines techniques ou certaines caractéristiques, il y a moyen d'entrer en contact avec cette partie-là. Si le professeur Dierckens est aussi affirmatif, c'est parce qu'il a étudié les phénomènes paranormaux toute sa vie et que surtout, il en a vécu lui-même. J'ai déjà été confronté, même à cette place-ci, une chose toute simple. J'étais en train de regarder sur l'ordinateur un message d'un ami américain qui disait qu'une de nos amies américaines, une infirmière, était décédée. Je me lève pour aller prendre une petite tasse de café, parce que tout de même, c'est émouvant. Et au moment où je me lève, il y a la boîte qui se trouve là, où cet ami avait mis des encens pour nous, qui brusquement a été projeté jusque au-delà du radiateur. Alors, s'agit-il de mon énergie un peu bousculée, sauvage, qui brusquement a lancé la boîte par un poltergeist, ou s'agit-il d'Alberta qui a exprimé sa présence? Voilà les deux hypothèses qui sont possibles. Les personnes disparues pourraient donc revenir d'entre les morts pour nous signaler leur présence. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons à l'Union Spirit de Belgique. Ici, chaque mardi à Liège, à 19h30 précise, on attend les messages que les esprits veulent faire passer aux vivants. Donc nous avons appris, grâce aux enseignements reçus par le monde spirituel, que nous sommes beaucoup plus que cela, et qu'une des composantes de notre corps est ce que l'on appelle le périsprit.
Les novices que nous sommes ne comprennent pas toutes les notions du spiritisme moderne. C'est pourquoi, avant de débuter la séance, le président va rappeler quelques définitions essentielles. C'est le moment, pour les participants moins expérimentés, de poser toutes leurs questions. Donc les esprits, c'est vraiment le lien entre le corps physique et l'âme, et quelque part, c'est un peu l'âme qui est la partie centrale du périsprit, enfin la partie la plus pure. Non, absolument pas. Oui, mais je pose la question pour savoir... Si par exemple, oui, c'est bêtement matériel, mais si je veux cuire des frites, j'ai la source de chaleur que je pourrais appeler le périsprit, j'ai l'élément frite qui pourrait être le corps physique, et il y a l'huile entre deux qui transmet la chaleur aux frites pour être cuites. Et donc le fluide vital, c'est cet élément qui sert de fil conducteur entre le corps spirituel et le corps physique. Une fois que tout est clair, tous les participants se concentrent et attendent que les esprits se manifestent par l'intermédiaire des médiums présents dans la salle. Il est très rare que l'on puisse filmer ce que vous allez voir. Qu'est-ce que vous voulez apprendre au monde? Qu'il y a une survivance. Pour celui qui croit. C'est un esprit qui s'exprimerait par la bouche de cette médium. Tout ce qui est dit pendant la séance est scrupuleusement noté, afin d'être analysé plus tard. Très vite, les choses s'emballent. D'autres personnes dans la salle semblent entrer en transe. D'ailleurs, C'est le signe que plusieurs morts seraient présents et voudraient communiquer. Tu sais, tu suis mort. travailler. Et pourquoi que j'ai encore... Ici, il s'agirait de l'esprit d'un ancien patron de bistrot ne comprenant pas visiblement qu'il est décédé. Un des participants va le moraliser, c'est-à-dire lui expliquer qu'il n'est plus de ce monde et qu'il doit quitter cette terre pour continuer son parcours spirituel dans l'au-delà. Tu n'as rien fait pour changer. Il y a les amis qui sont là, personne ne t'a aidé. Les amis. Ah oui, les amis te font boire, ils te paient un verre. C'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Ah, tu le vois, c'est vrai, c'est vrai. Je suis mort. Et je vis. Non, tu vis si tu veux. Mais expliquez-moi, je suis mort, je vis, je suis quoi? Pendant ce temps-là, le premier esprit qui s'était manifesté a quitté les lieux. Et la médium serait maintenant incorporée par un autre revenant, nettement plus remuant. Les organisateurs de cette séance nous avaient prévenus. Si nous venions filmer, c'était à nos risques et périls. On ne sait jamais quels sont les esprits qui peuvent débarquer. Quelquefois, ils peuvent être très mal intentionnés. Ils sont détachés. Un cri éclate. Une autre des participantes semble être possédée par une entité agressive. Faut pas la filmer, hein. C'est honteux. Ça va être violent. Quelle autorité avez-vous? Vous savez pas qu'est-ce que vous dites. Cet incident va clôturer la séance et le président reprend la parole. Vous avez pu encore vous en apercevoir aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident quand on est confronté à certains esprits qui sont bloqués vraiment dans les plans matériels. Donc, prudence, prudence, prudence. Même avec beaucoup d'années d'expérience, il vaut toujours mieux faire ça en groupe, à jour et heure précis, pour être certain d'être entouré de personnes qui œuvrent dans le même sens et de l'assistance spirituelle nécessaire. Parmi les participants, on trouve toutes les professions, même des médecins. Et pour eux, il n'y a aucun doute, ce sont bien des entités de l'au-delà qui se sont manifestées ce soir.
j'avais étudié ça par moi-même, je l'ai redécouvert ici et je le constate au niveau concret. Donc il y a beaucoup de choses qui convergent. Quand vous dites au niveau concret, qu'est-ce que vous voulez dire? Ici, par les séances d'incorporation dans les médiums, c'est pas des simulations, ça se voit, quoi. En tout cas, si je peux dire quelque chose, c'est... j'étais étonnée de ne plus entendre son accent. Il parlait bien et parle avec un accent et parle différemment que l'entité. Oui, que l'entité qui s'est exprimée. On voit vraiment le travail qui se fait. On voit l'esprit là qui est de plus en plus calme au fur et à mesure de l'explication donnée. Donc je vois que ça porte ses fruits. C'est même agréable à voir. C'est fréquent d'avoir autant d'entités qui se présentent lors d'une réunion? Oui, tout à fait, tout à fait. Comme je disais, nous sommes très peu et on est le seul groupe en Belgique à faire ce type de travail à notre époque. Dans le temps, il y avait peut-être beaucoup plus de groupes. Il y a juste à Bruxelles un deuxième groupe qui fait ce type de travail depuis le mois de janvier à peu près. Donc, imaginez-vous le nombre de morts qu'il y a chaque jour, rien qu'en Belgique, le nombre de possibilités de personnes qui restent bloquées dans le plan matériel. Donc, je dis toujours, nous, on n'aura jamais de chômage, on n'aura jamais de repos parce qu'il y a un travail énorme à faire. Je tiens à souligner que tout ça se fait dans le bénévolat. Les membres de l'Union Spirit belge ne sont pas les seuls à affirmer que certains esprits restent coincés sur Terre. Nous sommes au temple bouddhiste tibétain de Huy. Ce lama va nous expliquer que dans le livre des morts tibétains, écrit au 8e siècle, il est clairement expliqué que certains morts mettent parfois du temps à comprendre qu'ils sont passés dans l'autre monde. yang dine sozo nangme dang sozo gabni bote tol keje shede kundo bele mate din te gabel tin toba shine kene dine ma shitar do sam dine chama dawo dang dine kang bege je tege do mi do dine shi ta je dang taman de taman me de dine ma shitar do sine mo tene se. Est-ce que comme dans d'autres cultures ou d'autres philosophies ou religions, les bouddhistes essaient d'entrer en contact avec les morts? So de na pena seba parde kabla reba pena ngado taja shibju shego se ti ring la teni chinganan zoge thama cha rumne jing gewa ru malam jamna kiwa salo malengi kondela ten de roba teni yongge yes chen song yorba timado ti jela teni ngando tela zemba chena teni pendo yomar ko. Si les bouddhistes laissent les morts en paix, les Occidentaux, eux, leur demandent de travailler. En effet, depuis l'invention du spiritisme, on demande toujours plus aux revenants, on veut des preuves physiques de leur présence. Et maintenant, esprit, je t'en conjure, je veux que tu nous prouves ta présence en enflammant l'eau de ce vase. Vas-y, esprit, enflamme l'eau de ce vase. Apporte-nous le feu de l'au-delà. Quittons la Belgique pour nous rendre en Angleterre, où les Britanniques sont passés maîtres dans l'art d'embêter les esprits. Nous sommes dans une imprimerie abandonnée près de Manchester. Le groupe qui organise cette séance de spiritisme s'appelle Otherworld Investigation, les enquêteurs de l'autre monde. Dans un premier temps, ils demandent à l'esprit présent de faire bouger un verre. I know it's difficult when there's other people around, but please come forward. Show yourself to these visitors. They've come a long way to see something happen here. They've come all the way from Belgium. I don't know who this is. Can you do it for me? Before, when we've done the glass, you've actually moved. C'est l'esprit d'un certain Luc qui ferait bouger le verre. Et pour nous prouver que tout cela n'est pas truqué, nos enquêteurs britanniques lui demandent de faire bouger une table.
un peu comme à un chien dressé à qui on demande de faire le beau. Anywhere you want. Spin it. Come on. Up and then spin. On one leg. Can you jump it from 2 feet to the other 2 feet, please? Come on. Or smack it back down, something. Et l'esprit coopératif va faire bouger la table d'un pied sur l'autre pour le plus grand bonheur de nos enquêteurs de l'autre monde. That's it. Thank you. That's it, yes. Thank you. Well done. Well done, guys. Ces adeptes du spiritisme vont nous expliquer que jamais ils n'ont eu autant de contact avec les esprits en une seule soirée. Et pour eux, c'est très important. Obviously, it's the quest for basically what happens after we die. It's purely a mortality question. You know, do we live on afterwards? Now, it's different. It's one thing hoping that you do, but it's another thing proving to yourself that that's all it is about. It's about having. It's a faith, if you like, not necessarily in God, but just in the fact that your human energy will live on. And if you're talking to someone who proves to have passed on, and yet still exists, then you take comfort in that. Nous avons rencontré de nombreux groupes, de nombreuses personnes qui pratiquent le spiritisme. À peu de choses près, leur séance se déroule comme vous venez de le voir. Mais est-ce vraiment là la preuve d'un contact avec des esprits de personnes disparues? Il est permis d'en douter, car à chaque fois, une chose saute aux yeux. Quand il y a mouvement, un ou plusieurs participants touchent le verre avec leurs doigts ou la table avec leurs mains. Jamais, au grand jamais, vous ne verrez ces objets se déplacer tout seuls. Nous allons tester les capacités des enquêteurs de l'autre monde. Nous utilisons une planche Ouija, bien connue des spirites. On y trouve toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, oui, non, et des réponses toutes faites. Ça facilite la conversation avec l'esprit du disparu. Mais pour corser les choses, nous allons plonger tous les participants dans le noir complet et nous allons filmer en caméra infrarouge. Could you please try and spell out that message again for us? Could you tell us what letter that is, guys? Can you see on your calendar at all? Thank you. I think it's a Q. Q. Yeah, it's Q. Q. And the next letter? Q. U. And the next letter, please. Can I have the next letter, please, Robert? Have you made a mistake in what you're telling us? Do you want to start again? Robert, are you there? So he's either dazed and confused or... Clear, Robert. Dans l'obscurité, le fantôme raconte n'importe quoi. Il envoie le verre sur les mauvaises lettres et ses réponses n'ont aucun sens. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les participants qui poussent le verre. Et comme ils sont dans le noir, ils se trompent de lettres à chaque fois. Ce phénomène est bien connu de Timothy Bowers. Ce Britannique est un spécialiste du paranormal, un sceptique acharné. Pour lui, ce sont les participants en séance de spiritisme qui font bouger les verres et les tables, certainement pas les esprits. One of the medical explanations for it is ideomotor, which is basically your random muscle spasms controlled by the subconscious mind, projecting the results that you want onto the table. So, they push the table. It's not a dead person, a spirit. They push the table, but unbeknown to themselves, they believe in what they're doing. Quant à nos spirites belges, eux, ils ne font rien bouger. Mais comment être sûr que des esprits parlent par la bouche des médiums et qu'il ne s'agit pas ici de supercherie? Une bonne preuve serait que le médium parle une langue étrangère qu'il ne connaît pas. Et c'est ce qui s'est passé pendant la séance que nous avons filmée. Ça fait 4-5 coups, on va voir le frère qui s'est rubiné, il veut y arriver. Vous seriez bien étonné. Ah ouais, mais des affaires qui d'une route neuve, hein, comme la terrasse neuve, mais tout cela. Hein. Mais déception, l'esprit parle le wallon de Liège. Il est clair que s'il l'avait parlé en hébreu, ça aurait été plus convaincant.
Comment se fait-il que tout ce qui touche au spiritisme moderne soit aussi peu crédible? Peut-être parce que le spiritisme, dès ses débuts au XIXe siècle, était déjà une vaste fumisterie. En effet, tous les grands médiums dont nous vous parlions ont tous été démasqués. Par exemple, Florence Cook. Lors de ses séances, cette médium se cachait dans un petit cabinet où, selon ses dires, elle entrait en transe. Quelques minutes plus tard, le fantôme d'une femme appelée Cathy King sortait du même cabinet et déambulait dans la salle pour discuter avec les participants ébahis. Problème, jamais on n'a pu photographier la médium et l'esprit en même temps. En effet, pendant que la fantôme discutait avec les témoins, la médium restait soi-disant en transe dans le cabinet. Autre problème, la médium et la fantôme se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il a fallu des années pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une seule et même personne. En fait, Florence Cook enfilait tout bêtement un déguisement, puis se faisait passer pour un esprit descendu de l'autre monde. Et c'est avec ce trucage enfantin qu'elle a bluffé les plus grands scientifiques de l'époque qui l'ont étudié. On sourit aujourd'hui quand on voit comment les médiums bluffaient leur public avec des trucs de magie simplistes. On se dit qu'au XIXe siècle, ceux qui croyaient au spiritisme étaient bien naïfs. Et c'est parce que la naïveté a traversé les âges que le spiritisme existe toujours. Les supercheries ont été découvertes, pourtant jamais elles n'ont vraiment décrédibilisé les médiums, comme nous l'explique cette historienne spécialiste du mouvement spirit. Même si à partir surtout des années 1870, les procès, les preuves de fraude se multiplient, qui posent véritablement problème au mouvement spiritualiste. Ils ont quand même plus de mal à recruter, plus de mal à vendre leur presse, plus de mal à vendre leurs titres. Mais malgré tout cela, demeure l'idée qu'il reste une part d'inconnu, que nous ne pourrons jamais tout connaître et que dans cet inconnu, il y a évidemment la place pour autre chose que nous-mêmes. Il doit y avoir autre chose que nous, un au-delà. Le plus grand traqueur de faux médiums était le célèbre magicien Harry Houdini. Au départ, il voulait entrer en contact avec sa mère décédée, mais comme grand spécialiste de l'illusion, il a vite découvert et dénoncé tous les trucages utilisés par les médiums qu'il consultait. Houdini, qui lui a essayé de montrer également qu'il était possible de reproduire avec des conditions de la magie et en sachant qu'il y avait des trucages, ils insistent bien sur cette dimension-là, les mêmes phénomènes que l'on peut observer en séance. Donc les prestidigitateurs ont eu un rôle important dans la lutte contre les spirites. Et c'est pourquoi, nous aussi, nous avons fait appel à un vrai magicien, mais un faux médium qui invoque des esprits qui n'existent pas depuis le début de ce reportage. Vous êtes fait passer pour un médium pendant quelques années. Je me suis fait passer pour un médium un soleil. Et pourquoi j'ai voulu faire la même chose? Tout simplement et uniquement pour voir jusqu'où allait la crédulité humaine. Et ça, je puis vous dire que dans ce domaine-là, j'ai été servi. Bien entendu, notre magicien a refusé de nous expliquer ces trucs. Mais grâce à son expérience, il a lui aussi démasqué pas mal de fraudeurs. Un ami me dit, viens ici, ça se passait donc à Bourrin, viens avec moi, tu verras, c'est pas du chiquet comme tu dis, c'est vraiment très bien. Et j'étais étonné des coups très clairs qui étaient frappés dans la table ou dans le mur. Ça m'a tellement étonné que, parce que je connais la méthode et c'était pas celle-là pour taper les coups. Alors l'air de rien, on était debout. Je me suis levé, je suis sorti. J'ai vu une porte ouverte. On ne m'a pas vu parce que les gens étaient fort absorbés. J'ai monté les escaliers et arrivé au-dessus, j'ai vu une plateforme et j'ai vu, à ma grande surprise, qu'il y avait un compère qui était là avec un manche de brosse. Il entendait tout et chaque fois, il savait s'il devait lire un coup ou deux coups. Quand j'ai vu ça du haut des escaliers, j'ai réalisé vraiment la bêtise humaine. Je suis redescendu, j'étais l'air de rien dans le groupe, on ne m'a rien dit, mais en sortant, le copain m'a dit, tu vois, c'est extraordinaire. Alors je lui ai dit, écoute, j'ai fait ceci, je suis sorti. Alors il m'a dit, oui, effectivement, j'ai vu que tu sortais. Je suis sorti et j'ai vu ça. C'est à peine s'il voulait me croire. Pour vous dire, les gens en veulent. Le spiritisme de nos jours tire donc pas mal de casseroles derrière lui.
Il n'y a que ceux qui veulent vraiment y croire qui le pratiquent encore. Certains phénomènes sont... C'est pourquoi de nombreux médiums ont quitté la doctrine spirit pour travailler selon leur propre méthode. Ce sont ces médiums-là que beaucoup de particuliers vont consulter pour essayer de communiquer avec leurs chers disparus. Neil, Steve et Suzanne sont des médiums qui travaillent ensemble depuis bientôt 23 ans. Ils ont tous les trois des dons complémentaires qui leur permettent de mettre en contact les vivants et les morts. My belief is I have a person that connects me to what we call the spirit world and helps me get in touch with people who have died and passed over. And they bring them forward to me, and then they pass messages to me to give to people who are living. If I understand, it's possible to speak with that person. Yes. Yes. If you can listen. Yeah. That's the big thing. Listen. You have to listen to what's being given to you. Ces médiums travaillent généralement avec des photographies de disparus. Nous donnons alors plusieurs photos de nos proches décédés. Les médiums, pour nous prouver leur talent, nous demandent de les disposer retournés sur la table. Sans rien voir, ils seraient capables de deviner qui sont les personnes qui se trouvent sur ces photos, quand et comment elles sont mortes, pour ensuite nous transmettre leur message de l'au-delà. Am I right in thinking this is an old photograph? Yes. N'importe qui aurait pu le dire, il ne faut pas être médium pour deviner qu'une photo est ancienne, même de dos. I don't feel as though it's in colour. It's more... I don't think it's black and white. What, sepia? More sepia. I feel as though it's a little girl. Probably wrong, but as I say, I feel as though it's a little girl or a child. Not really. Isn't it? Vu que pour l'instant elle a tout faux, la médium va retourner la photo. Ce sera sans doute plus facile pour elle. Is it a relative of yours? Yeah. Your father? Yeah. Has he passed? No. Voilà donc une médium qui manque singulièrement de pif alors qu'elle a 23 ans de métier. Premièrement, elle confond mon père avec une petite fille et de plus, elle a choisi la seule photo de personne encore vivante et en pleine forme que nous avions placée parmi les autres. Avec les mêmes photos, nous nous rendons maintenant chez un autre médium, parisien, très célèbre, Henri Vigneault. Il participe souvent à des émissions de télévision. Il choisit directement des photos de personnes décédées. Ça semble mieux parti cette fois. Elle a eu beaucoup de traitements médicaux, cette dame-là. Oui. On a bien côtoyé un prêtre, ou il y a eu un prêtre dans la famille. Ah, tout à fait. Mais j'ai quelqu'un qui essaie de me montrer, je n'arrive pas à bien voir, mais qui essaie de me montrer un mouchoir en dentelle, enfin bordé de dentelle, mais brodé avec des initiales, qu'on a gardé toujours. Oui. Il y a quelqu'un dans la famille qui a dû se sentir abandonné par rapport à des parents, par rapport à des... Il y a quelque chose. Oui. Il y a eu le prénom de Louis, ou Louise, ou Louis. J'entends ça là-haut. Oui, je viens d'avoir une fille qui s'appelle Louise. Ah, Louise. Louise. D'accord, parce qu'il me parle de ce prénom, mais très rapidement. Il faut l'avouer, Henri Vigneault nous a fait une forte impression. À la fin de la séance, qui a duré plus d'1 heure, nous avons le sentiment qu'il nous a donné 80 à 90% de bonnes réponses concernant ces personnes décédées, et ce, sur des détails assez précis. Ça n'a pas l'air de vous effrayer de prendre le risque de faire une émission télé. Donc par exemple la nôtre, mais vous en avez déjà fait de nombreuses en France. Écoutez, si rien ne se passe à ce moment-là, admettons que rien ne se soit passé pendant la démonstration qu'on ait fait. Vous avez raison, mais je dirais que j'ai peut-être un peu confiance non pas en moi, mais aux forces spirituelles surtout. Vous voyez et puis s'il n'y a rien, mais bon, a priori on a pu obtenir. Oui, juste pour être bien sûr. Par exemple, les personnes décédées dont on a parlé tout à l'heure, comment savent-elles que nous sommes ici chez vous à Paris, que nous sommes ici à telle heure et qu'elles doivent se manifester à ce moment précis? C'est comme un rendez-vous, ils le savent là-haut. Oui. Oui, ils le savent. Aurions-nous enfin trouvé le moyen de communiquer avec les morts? Peut-être. Cependant, une chose nous a étonnés durant la séance. Si Henri Vigneault nous a donné des détails étonnants, il s'est par contre trompé du tout au tout sur certains faits relatifs au décès des personnes concernées. C'est comme si on vous avait un peu empêché d'aller la voir, c'est curieux.
Non. C'est parce qu'on voulait vous protéger peut-être alors? Non. Ça vient de vous? Non. Ah, enfin, je sais pas. Enfin, moi, il y a eu ce regret. J'essaie de comprendre, vous voyez, mais moi, c'est comme s'il y avait ce regret de sa part, vous voyez. Comme il reste un doute, nous montrons l'intégralité de la séance médiumnique à ce professeur de psychologie expérimentale. Habitué à décrypter les techniques de médium, il est nettement moins impressionné que nous par les pouvoirs d'Henri Vigneault. Mais il y a sur une tombe une année qui est marquée où c'est 42 ou 52, où il y a le 2 dessus, je sais pas, ça finit par 2. Quelqu'un qui serait né en 52, décédé en 52 ou 82. Enfin, c'est ce 2 que je vois, je sais pas si vous savez ça. Vous voyez? Oui. C'est 42, 52, c'est quoi? 82. 82. C'est lié à... Là, il a déjà utilisé une technique qui consiste vraiment à aller pêcher l'information. Donc, il vous a dit plein de choses, en fait, dont plein d'éléments sont faux. Hein, il a parlé de 42, il a parlé de 52, finalement il a dit 82, il a parlé de la date de décès de quelqu'un, il a parlé de la date de naissance de quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous évoquez la lettre C comme initiale de prénom, de nom de famille? C pour un prénom? Ouais, non, je vais vous dire l'un ou l'autre, mais c'est quand même autour d'un nom de famille. Non, ça marche pas. Bon, à tête reposée, vous réfléchirez alors. Oui. C'est tellement vague, la lettre C, je peux en avoir avoir 10 000, quoi. Hein. Voilà, vous pouvez en avoir 10 000. 2, ça n'a pas marché. Et alors il dit, vous réfléchirez à tête reposée, peut-être que quelque chose viendra plus tard. Il fait ça plusieurs fois. Hein. Donc sur les choses où je vais lui dire non, catégoriquement en disant ben non, ça c'est faux, il va dire oui, mais c'est que vous ne connaissez pas alors, c'est que quelque chose dans votre famille, vous devez réfléchir. Donc lui reste avec son histoire. Hein. Il a quand même vu la lettre C. Alors pourquoi? Voilà, il y a quelque chose à creuser là pour la suite. On n'a pas le temps de le faire maintenant. On est un peu sous le coup de l'émotion dans l'interaction et ainsi de suite. C'est peut-être pas très clair, mais ça s'éclaircira peut-être plus tard. Ça ne s'éclaircira jamais, éventuellement. Mais ça, vous l'aurez oublié dans l'intervalle parce que il va vous dire ceci maintenant, mais il va aussi dire 10 autres choses qui ne sont pas correctes. Et au bout du compte, il va vous dire plein de choses qui ne sont pas correctes, mais que vous allez évacuer parce que voilà, comme c'était un coup dans l'eau, et puis on ne va retenir que les choses positives qu'il a dit. Effectivement, après une consultation chez un médium, le principe de mémoire sélective se met en place. On ne retient que les bonnes réponses et on oublie les fausses. C'est évident quand nous revisionnons l'intégralité de notre séance avec Henri Vigneault. Est-ce que c'est un prénom très banal, mais je l'entends. Est-ce que c'est proche de eux? Je dis pas que c'est son prénom à lui, hein, votre grand-père. Mais quelqu'un proche de la famille a porté le prénom de Marcel? Non. Votre maman aimait beaucoup une sœur? Elle a une sœur? Non. Est-ce que ça vous évoque quelque chose aussi, la lettre D? Comme ça, non. Non. Il y a plein de tiroirs. C'est curieux ce que je vous dis. Non, ça m'évoque rien. Comme si elle serrait dans ses bras, là, dans ses mains, un objet, quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a pris à la maison, qu'elle a ramené avec elle, qu'elle avait tout le temps avec elle, à l'hôpital, mais je rêve pas parce que c'est. Je sais pas si ça vous parle. Non. Il n'y a pas l'un de vous deux qui a eu l'impression étrange d'avoir été caressé sur le côté du visage, ou quelque chose comme un souffle sur le visage, ou une caresse? Non. Personne n'a dit ça? Non. Pourtant, je vois ce geste comme si elle touchait. C'est pour ça que je vous demande si vous avez ressenti ça. Malheureusement, vous n'avez pas la mémoire de ça. En fait, la grande majorité des réponses qu'il nous a données sont fausses. Quant aux bonnes, il pourrait les avoir devinées en fonction de nos réactions ou en fonction des probabilités. Mais on peut imaginer l'effet qu'Henri Vigneault produit sur les personnes qui viennent chez lui pour parler à leur mort. Je suis connu pour quelqu'un qui n'aime pas l'addiction, donc je préfère que les gens ne reviennent pas me voir avant un an et demi. Parce que si on a réussi à avoir déjà des faits assez tangibles qui réconfortent et qui aident, ça permet une certaine nourriture intérieure, d'apaisement, on va dire. C'est combien le tarif? C'est 130 €. Pour une séance? Pour une séance. Alors, peut-on communiquer avec les morts? En arrivant au terme de cette enquête, nous serions tentés de répondre non. Ce serait une erreur si on se réfère aux recherches de Vinciane de Spray, une philosophe qui étudie les rapports entre les morts et les vivants depuis de longues années. Les gens me disaient « Ah mais c'est étonnant, vous savez, mais moi ma grand-mère elle est toujours là. » Et elle m'aide, et quand j'ai une décision importante à prendre, eh bien c'est à elle que je m'adresse. Ou des gens qui me disaient, vous savez, je continue à parler de mon fils au présent, ou je lui parle, ou bien je fais des choses. Chacun de ses anniversaires, je lui offre un petit cadeau. À Noël, il y a quelque chose pour lui, ou je lui mets un petit bouquet de fleurs spécialement pour lui. Bref, c'est pas du tout limité au cimetière et au culte traditionnel des morts. Les morts sont
dans la vie de certaines personnes extrêmement présent et actif, mais les gens disent mais on n'en parle pas trop parce qu'on n'a pas envie d'être considérés comme des anormaux, comme des marginaux. Le résultat de ces recherches est plus que surprenant. Je me suis rendu compte que je pouvais presque faire 2 chapitres différents. C'était un chapitre où je montrais comment les vivants prennent soin des morts, c'est-à-dire font des choses pour eux. Prendre soin des morts, ça peut être chez les spirites, continuer à penser à eux, faire des prières pour eux, pour les alléger, ou enfin je ne sais pas s'ils disent alléger, en tout cas pour rendre leur âme plus légère. Mais ça peut être aussi déposer un petit bouquet de fleurs sur une tombe, ça peut être s'occuper de leurs enfants quand ils sont plus là pour le faire, ça peut être penser à eux, finir un livre qu'ils n'ont pas fini, prolonger des actes qu'ils ne peuvent plus accomplir. Bref, prendre soin des morts de la part des vivants, faire attention aux sépultures, faire des cérémonies d'hommage. Les vivants prennent soin des morts de manière multiple. Mais je me rendais compte que dans la plupart des histoires intéressantes que je pouvais lire, ou qu'on me racontait, à un moment donné, j'avais donc des vivants qui prennent soin des morts, ou bien on me racontait des histoires où les morts avaient pris soin des vivants. Ma mère est derrière moi, elle veille sur moi, et je sais qu'elle me protège. Mon grand-père parfois me donne des conseils. Quand je suis vraiment triste, je reprends un des mouchoirs qui vient de mon père, et je me console avec ce mouchoir, et ça va tout de suite mieux. Donc, toutes ces multiplicités de petits actes par lesquels les vivants disent que les morts prennent soin d'eux. Et je constatais que chaque fois qu'une histoire que je la faisais commencer par les vivants prennent soin des morts, eh bien, à la fin, j'aboutissais sur les morts prennent soin des vivants. Et ça, c'était extraordinaire. Et si je commençais par l'autre bout, si je commençais mon histoire par dire, bon ben, clairement, on m'a raconté une histoire où un mort prend soin d'un vivant, si je la continuais jusqu'au bout, cette histoire, qu'est-ce que je voyais? À la fin, je pouvais très bien retourner l'histoire et dire, mais tiens, cette histoire, c'est parce que j'ai commencé à cette séquence temporelle-là, que je la raconte de cette manière-là, mais je peux la prendre par l'autre bout et montrer qu'en fait, c'est une histoire où un vivant prend soin du mort. Et ça, c'est extraordinaire. Ici, dans la petite église de Wodek dans le Hainaut, on sait ce qu'il advient quand les vivants ne prennent pas soin des morts. L'abbé Samin, le curé de la paroisse, raconte l'histoire de la main brûlante de Wodek. En 1789, un certain Joseph Leleu est réveillé par le fantôme de sa mère décédée 27 ans auparavant. Elle est fâchée, car son fils ne prie pas pour sa mémoire. Elle lui touche le bras avec sa main en flamme et brûle sa chemise. Voilà un bel exemple de ce qui arrive quand les vivants ne s'occupent pas correctement des morts. Alors voilà la fameuse main brûlante de Wodek. Oui. Elle est là à gauche en fait. Oui. Expliquez-nous un peu, montrez-nous. Bien, on voit très nettement la trace des doigts et du pouce. Hein. Et donc c'est ce qui s'est passé quand la maman est apparue pendant la nuit, toute brûlante, et qu'elle a réclamé les messes promises, et elle lui a dit il faut changer de vie, sinon tu n'iras pas au paradis ou quelque chose de ce genre-là. Terrorisé par l'apparition, Joseph Leleu rentre dans le droit chemin et crée un ordre monacal. Tout cela grâce à l'intervention de sa mère décédée. Aujourd'hui encore, l'ordre créé par Joseph Leleu, la confrérie des trépassés, existe toujours, et on y prie pour les âmes qui seraient coincées au purgatoire. La chaîne continue. Grâce à cela, on peut donc dire cette fois que ce sont les vivants qui essayent d'aider les morts. Et alors, ça nous incite à inciter les gens à prier pour leurs défunts et faire dire des messes, puisque on voit ce résultat, et c'est ce qui nous est demandé, quoi, de faire connaître ce besoin. À Wodek, on est persuadé que la main brûlante prouve que les morts communiquent avec les vivants. Mais nous sommes dans une église, et forcément, la foi, la croyance jouent ici un rôle important. D'ailleurs, sans foi et sans croyance, les histoires d'esprit existeraient-elles encore ? Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. J'espère que fantômes et esprits n'entreront pas votre nuit. La semaine prochaine, nous parlerons des finances européennes, plus précisément des salaires plantureux des eurocrates. Nous nous intéresserons aussi à la manière parfois légère dont certains États utilisent les aides européennes. D'ici là, portez-vous bien.